60e anniversaire de l'armée malienne, une armée brave malgré les nombreux défis. Vous aurez les témoignages du général de l'armée des terres, Ismaïla Cissé, dans ce journal. L'une des principales missions du Conseil national de transition assignée aux membres de la transition est de contrôler les actions du gouvernement selon les spécialistes. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Une marche organisée par la jeunesse malienne contre la signature du nouvel accord de coopération et de défense entre le Mali et la France est prévue pour demain mercredi 20 janvier 2021. Vous aurez l'avis de certains citoyens sur la présence des forces françaises. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais un titre demain mercredi 20 janvier 2021. L'armée malienne fête ses 60 ans d'anniversaire. Pour l'occasion, notre équipe de reportage a tendu son micro au général de l'armée des terres Ismaïla Cissé pour son témoignage sur les grandes lignes de l'armée, les perspectives ainsi que les défis. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de nos reporters. Répondre à votre question, vous permettrez de présenter à tous mes camarades d'armes et à tous les militaires de l'armée du Mali, tous grades confondus, mes meilleurs vœux pour cette fête de l'armée du Mali. Et ensuite, profiter de votre micro pour présenter mes condoléances à nos dévanciers, nos illustres disparus qui sont morts l'arme à la main. Et ensuite, souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés au cours de tous ces événements militaires où le Mali était engagé. L'armée du Mali est composée des forces de défense et des forces de sécurité, plus les forces paramilitaires. Les forces de défense comprennent l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, la garde nationale. Ensuite, les services qui sont rattachés. Vous avez le commissariat des armées, vous avez la direction centrale des services de l'armée, vous avez le service social de l'armée, et vous avez ensuite la DMHTA, la direction du matériel et de l'habillement. Donc ce sont ces services, plus le génie militaire bien sûr, ces services qui concourent à la défense et de l'intégrité du territoire du Mali. Et maintenant, les perspectives que vous demandez, il faut reconnaître que notre armée a un défi principal à relever, c'est la défense de l'intégrité du territoire du Mali, la protection des personnes et de leurs biens. Et c'est à ça que cette armée s'est attelée depuis 1960, où elle est née, car souvenons-nous qu'elle est née le 5 octobre 1960, après l'indépendance le 22 septembre, mais le dernier soldat français a quitté le territoire malien le 20 janvier 1961. C'est ce qui fait qu'on commémore aujourd'hui cette fête comme étant la fête de l'armée du Mali. Donc de cette naissance à aujourd'hui, comprenez que nous avons traversé beaucoup d'étapes. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous, je dis l'armée du Mali. Et nous avons pu relever également beaucoup de défis. Et de 1960 à l'indépendance jusqu'au renversement en 1968, c'était donc le socialisme avec le président Modibo Keïta qui était le chef suprême des armées. On avait certes une armée de métier, mais on avait également une armée de développement, car vous avez vu les soldats dans les champs de riz, dans les champs de mil, etc. Maintenant, la deuxième étape qui a vu l'armée après le renversement de ce régime, et c'est cette étape que je connais le plus, parce que c'est là où j'ai quand même servi pendant plus de 30 ans, c'est cette armée qui, sans trop la flatter, a été l'une des meilleures armées, la mieux équipée de la sous-région. Ça, c'est sans conteste. Je dis de la sous-région. Avec l'appui de l'ex-URSS de l'époque, l'armée du Mali a connu non seulement un équipement adéquat, l'armée du Mali a connu une formation de taille, et ensuite la triptyque recrutement, formation et emploi a été respectée. Ce qui a fait de cette armée en son temps l'une des armées les plus respectées dans la sous-région. Maintenant, après ça, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu, après le coup d'État de 68 qui nous a amenés jusqu'à 91. Après 91, on a eu encore des problèmes.
Je parle du Mali politiquement. Et jusqu'à nos jours, et très sincèrement, la période la plus glorieuse de cette armée, c'était l'époque dont je vous ai parlé tantôt. À cause de son équipement, à cause de sa formation et à cause de l'emploi qui lui a été fait, un emploi adéquat. Souvenez-vous que les deux crises que nous avons connues, 1974 avec les pays voisins et 1985, l'armée du Mali a été à la hauteur. Elle a défendu l'intégrité de son territoire et elle s'est montrée une armée vertueuse, une armée qui s'est illustrée par la défense de l'intégrité de son territoire. Malheureusement, les temps passés après, nous avons vu, je ne parlerai pas de déclin, mais un affaiblissement de cette armée dû au non-respect de cette triptyque dont je vous ai parlé tantôt, le recrutement, la formation et l'emploi. Le recrutement, comme vous le savez, ces derniers temps a été fait de façon très mauvaise. On a respecté peut-être le caractère social du Mali pour recruter à la demande de X ou de Y. La formation n'a pas été à la hauteur et l'emploi n'a pas respecté l'adéquation formation-emploi. Ce qui a fait que, avec le mauvais équipement de cette armée, je parle donc de cette armée du régime passé, avec ce mauvais équipement, cette mauvaise gestion des hommes, cette corruption rampante, malheureusement, l'armée a pris le coup. Et la crise à laquelle elle a fait face, à savoir le terrorisme, nous avons connu énormément de pertes du côté des militaires, des hommes tués, du matériel détruit, des populations qui sont là sans défense, etc. etc. Et c'est la résultante, comme je vous ai dit, de cette mauvaise gestion, de cette période de nos forces armées et de sécurité. À l'heure actuelle, elle est en train, heureusement qu'à partir d'août 2020, nous avons connu quand même un début de changement au niveau de cette armée-là. Un début de changement qui a vu un meilleur équipement des forces armées, une formation qui est en train de redoubler de vigueur, et ensuite, une adéquation entre formation et emploi. Quelles que soient les difficultés dues au fait que cette équipe a pu succéder à une équipe où il y a eu beaucoup de problèmes, nous sommes en train quand même de constater un effort sur le terrain. Et cet effort se concrétise par une montée en puissance des forces armées, un certain réarmement moral de nos hommes, ce qui fait que sur le terrain, la situation est en train favorablement de changer. Quoique, nous ne pouvons pas dire que tout va très bien. Ce qui doit changer dans notre armée, c'est les fondamentaux de la réussite d'une armée face à sa mission. Et ces fondamentaux, je vous ai dit, c'est le recrutement. Il faut que le recrutement puisse se faire de façon correcte. Qu'on recrute les gens en respectant les critères de recrutement, à savoir l'âge, à savoir le niveau, à savoir la santé, pour que l'homme soit apte à une formation militaire. Et ensuite, il faut la formation. Une fois bien recruté, il faut que les hommes soient formés, qu'ils soient formés, par exemple, pour ce cas précis, à faire face à une guerre asymétrique. Cette guerre asymétrique, c'est face à des terroristes. Ce n'est pas une guerre classique. Or, vous savez que toutes nos formations militaires du temps passé, c'était face à une guerre que les gens connaissaient avant, donc une guerre qui est connue et pour laquelle pratiquement toutes les théories s'y adaptaient. Maintenant, on a une nouvelle forme de guerre, une guerre asymétrique face à des terroristes, une vraie guérilla qui ne dit pas son nom. Et donc, il faut que la formation puisse répondre à cette nouvelle phase de guerre qu'on est en train de nous imposer. Et si c'est fait, maintenant l'emploi, encore nous attendons un emploi meilleur. Il faut que les hommes qui sont formés pour se battre sur le terrain puissent aller sur le terrain. Or, nous avons constaté avec les années passées, le régime passé particulièrement, que malgré la formation faite par le Cap Sahel, par l'EITM, beaucoup de nos soldats formés restent dans les villes et dans les centres urbains, au motif de la protection des personnalités, au motif de la protection de certains points sensibles. Et peu d'hommes formés pour ça sont déployés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous attendons d'autre? C'est le changement de posture. Il faut que de la posture défensive que nous avons connue encore pendant cette année de mauvaise gestion de l'armée, qu'on ait une posture plus offensive pour que les hommes puissent aller rechercher l'ennemi et ne pas se mettre à l'attendre et après subir des pertes énormes telles qu'on en a vu présentement. Bonne fête à toute l'armée malienne.
Tout est notre plan à présent pour beaucoup d'observateurs. La manière dont les membres du CNT ont été nommés, leur mission qui est le contrôle de l'action gouvernementale risque d'être problématique car ils n'ont pas le statut du député. Suivant Bala Diakité, politologue au micro de Kadiatou Guindo. Il faut se dire que sur la base de la charte de la transition, il est dit effectivement que les membres du CNT, l'une de leurs missions principales, ça va être effectivement de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est parmi les missions qui leur sont assignées. Mais quand on voit effectivement la manière dont ces membres ont été mis en place, c'est-à-dire ils ont été nommés et non élus, on se rend compte que leur mission de contrôle de l'action gouvernementale risque d'être un peu problématique. Parce qu'en réalité, ce sont les députés qui sont habilités effectivement à contrôler l'action du gouvernement. Or, comme vous le savez, les membres du CNT, ce ne sont pas des députés. Et la Cour constitutionnelle s'est même prononcée récemment là-dessus, comme quoi ils ne sont pas des députés. Donc ils ne peuvent pas avoir la qualité de député, même si la charte de transition leur confère cette mission. Donc il y a une ambiguïté quand même qui est là. Et leur capacité à pouvoir contrôler l'action du gouvernement, je pense qu'au fur et à mesure que l'on assiste à l'avancement des choses. La gestion de la transition, pour en parler, il faut dire que plus le temps passe, plus les attentes demeurent toujours élevées. Et on a vu principalement le gouvernement faire quand même quelques bavures. Voilà, on peut le dire, quelques dérives dans l'action du gouvernement, notamment vis-à-vis des membres de l'UNTM qui exerçaient effectivement leur droit le plus constitutionnel qui est le droit de grève. Et on a vu que le président de la République a eu des propos tout à fait désobligeants vis-à-vis des syndicalistes à ce niveau. Et en plus de cela, il faut dire aussi que la gestion de la crise sanitaire aussi est très problématique par ce gouvernement de transition. Pendant que d'autres pays sont sur la voie de l'achat des vaccins, nous sommes encore à la première phase qui consiste à fermer les écoles, qui consiste justement à établir des couvre-feux. Donc je me dis que les réponses qui sont apportées par le gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux de la crise sanitaire. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur le plan économique aussi, ça ne va pas trop. Il y a beaucoup de corporations qui sont sans salaire jusqu'à aujourd'hui. Donc je me dis que la gestion de la transition quand même jusqu'ici, ça laisse à désirer. Il y a lieu d'aller clairement vers l'essentiel et je l'ai dit dans un de mes récents articles, c'est-à-dire que pour moi la transition n'est pas là pour résoudre tous les problèmes du Mali. Il faut se rendre compte d'une évidence, c'est que la transition ne peut pas tout résoudre, mais il y a des priorités auxquelles la transition doit s'atteler. Et parmi ces priorités, il y a ce qu'on appelle la conduite des réformes constitutionnelles. Tout le monde est conscient aujourd'hui que notre constitution actuelle ne répond pas aux enjeux de la situation de crise que nous vivons. Donc il y a lieu de faire des réformes constitutionnelles, il y a lieu de réformer également notre code électoral, de revoir la charte des partis politiques. Ça, ce sont des réformes que la transition doit faire nécessairement. Et ces réformes-là doivent être menées dans un cadre ou dans une démarche tout à fait pédagogique qui met l'accent beaucoup plus sur l'inclusivité. Donc il ne faudrait pas que les gens soient exclus, alors que ce que l'on voit dans l'attitude du gouvernement des transitions consiste justement à exclure une bonne partie des acteurs politiques. On a vu effectivement l'aile politique du M5 RFP qui a été écartée. Donc il faut non pas écarter les acteurs politiques, mais les inviter effectivement et les associer au processus de réforme de l'État. Le mot de la fin, c'est un mot d'espoir. Voilà, nous vivons une crise qui a commencé depuis 2012 et qui continue de sévir dans notre pays. Et je pense que les autorités politiques sont assez conscients des enjeux. Et j'espère, et c'est mon souhait le plus ardent, que des actions politiques seront prises.
Alors le mot de la fin, ça va être un mot d'espoir parce que depuis 2012, nous vivons cette crise qui n'a que trop duré et on espère que les autorités de la transition, qui sont d'ailleurs conscients des enjeux auxquels nous faisons face actuellement, qu'ils parviendront effectivement à mettre en place des politiques qui vont vraiment sortir le Mali de l'ornière et qui vont permettre au gouvernement prochain de pouvoir continuer dans l'action de refondation de l'État. Merci bien. Après quelques années au Mali pour lutter contre le terrorisme, les forces françaises sont pointées du doigt par certaines parties de la population malienne. De ces faits, une marche de contestation contre la présence de la France au Mali est prévue pour demain mercredi 20 janvier 2021. C'est dans ces cadres que notre équipe de reportage s'est rendue dans la rue de Bamako afin de prendre l'avis de la population sur la question. Un reportage signé Kadiatou Guindo, Morlaï Touré. Il y a 8 ans, dans la nuit du 10 au 11 janvier, commençait l'intervention des forces spéciales françaises contre l'avancée des djihadistes dans la région de Mopti. C'est le même mois choisi cette année par certaines organisations pour appeler à la mobilisation contre la présence militaire française au Mali. L'incompréhension des populations face à la dégradation de la situation sécuritaire est à la base de ce sentiment anti-français. Suivant les réactions de certains citoyens à la veille de la marche. Bon, la présence de l'armée française a des avantages et des inconvénients. Bon, en général, les gens voient surtout les inconvénients maintenant. Parce que sans vraiment une grande preuve, bon, on pense, moi-même je pense qu'ils sont en train d'aider les terroristes d'une manière. Il se peut que ce soit une erreur, mais bon, la manière dont les gens voient, donc on parle en fonction de ça. D'autre part aussi, bon, comme ils sont suffisamment équipés, ils peuvent nous aider aussi à lutter contre ces gens-là pour leur intérêt aussi et notre intérêt. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des intérêts à protéger ici. Donc, ils le font surtout au nord. Donc, ils ont intérêt à nous aider à lutter contre ces gens-là. Bon, ce que moi j'attends personnellement de l'armée française, c'est qu'elle n'a qu'à changer de stratégie. C'est-à-dire essayer de nous aider réellement à 100% pour l'intérêt des deux côtés. Mais pas surtout leur intérêt. Parce que dans cette lutte-là, l'armée malienne a perdu beaucoup plus que l'armée française. Pendant qu'il y a plein de militaires français ici qui sont venus pour nous aider. Or, mais il y a un côté qui perd beaucoup plus qu'un autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a un côté qui est un peu en recul quoi, par rapport à l'autre. Mais si les terroristes la faisaient face à Kidal d'une certaine manière, la France allait se déplaire plus que ça. En toute sincérité, je pense que la France est au Mali aujourd'hui à la demande des autorités du Mali à l'époque. C'est Dioncounda Traoré, le président à l'époque, président de la transition, qui a appelé les Français à venir intervenir pour stopper l'avancée des djihadistes du nord vers le sud. Donc je pense qu'ils sont là, ils sont en train de jouer un grand rôle. Je ne pense pas que c'est une majorité qui est en train de contester la présence des troupes françaises au Mali ici. C'est plutôt le mécontentement des agissements des djihadistes parce que c'est une guerre quand même asymétrique où vraiment l'ennemi bouge. Ils font vraiment mal aujourd'hui. Ça fait mal au cœur, mais il va falloir garder raison. C'est-à-dire la raison doit prévaloir en toutes circonstances. Donc demander le départ des troupes françaises, je pense que ça ne doit pas être à l'ordre du jour, puisqu'ils sont là à notre demande. Et je me rappelle bien encore le général Daïrou Dambélé, lorsqu'il a été interpellé à l'Assemblée nationale à l'époque par l'honorable Diarra, qui est une figure emblématique du départ des troupes françaises du Mali. Daïrou Dambélé a été très clair. Il dit que nous avons un sous-effectif. Mais il va falloir faire très attention. Leur faire dégager ne va rien arranger dans la situation. Il faudrait vraiment faire d'autres propositions, essayer d'élargir, si possible, les coopérations avec d'autres pays, puisque le Mali a une coopération militaire avec l'Algérie, avec la Russie et avec la France aussi. Pourquoi pas étendre ça à d'autres pays? Je pense que ça serait encore bien. Et voilà, les textes sont faits pour être amendés. On peut toujours voir là-dedans ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer vraiment d'apporter d'autres contributions pour améliorer la chose. Sinon, le sommet de Pau a été déterminant. Le président Emmanuel Macron a été très clair à Pau. Et les chefs d'État ont décidé à l'unanimité que les Français restent. Donc,
Il n'y a pas question qu'ils partent maintenant. Je pense que le résultat attendu n'y est pas. Il va vraiment falloir qu'ils s'engagent encore, en tout cas essayer d'adopter d'autres perspectives afin d'éradiquer ce djihadisme qui n'a fait que trop durer. De mon point de vue, moi je pense qu'il est nécessaire de laisser la France finir le boulot qu'ils ont commencé chez nous ici au Mali. Il y a plusieurs accès à ces choses-là. Si nous, les Maliens, on fait chasser la France au jour là où nous sommes, ça va nous rendre la tâche beaucoup plus difficile parce que nous n'avons pas jusqu'à présent suffisamment d'armes et suffisamment d'hommes pour pouvoir s'occuper de notre territoire. Vu l'étendue de notre territoire, il est nécessaire de laisser la France finir le boulot qu'ils ont commencé. Mais sans oublier que la France n'est pas en France, ici c'est le Mali. Donc tout doit se passer à la manière dont le Malien veut que ça se passe chez nous. Moi, personnellement, j'aurais aimé que toutes les opérations que les Français veulent mener au Mali, ici, chez nous, qu'on soit présent, l'armée malienne soit présente sur tout ce que la France veut faire ici au Mali. À noter que la marche organisée par la jeunesse malienne pour demander à la force française de quitter le sol malien est prévue pour demain mercredi 20 janvier 2021. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.